Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser non pas les meilleurs decks du format, parce que ça, vous avez pu le voir notamment dans le précédent point météo, mais justement, quels sont ces decks qui sont un petit peu tapis dans l'ombre, que vous allez probablement un petit peu moins rencontrer et qui sont moins partie intégrante du metagame, mais qui sont quand même capables de performer et de remporter peut-être le tournoi de Birmingham. Comme vous savez, au moment où sort cette vidéo, dans 5 jours, il y a le Disney Lorcana Challenge en Europe à Birmingham avec le chapitre 5. La grande question, c'est d'essayer de savoir quel deck va remporter ce tournoi-là. Il y a quand même, pour moi, 5 prétendants au titre qui sortent vraiment du lot. L'idée de cette vidéo, c'est plutôt de s'intéresser à tous les outsiders. Quels sont les decks qui sont capables de remporter Birmingham, quand bien même ils ne font pas partie des 5 decks prétendants au titre. Avant d'avancer dans la vidéo, je vais vous demander de laisser un petit pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de vous abonner à la chaîne. Si vous faites ça, vous pouvez participer au tirage au sort qui consiste à gagner un booster chapitre 5 de l'Orcana. C'est la belle carte qui régale. La belle carte, c'est quoi? C'est notre site internet sur lequel vous pouvez passer vos commandes et vos précommandes de TCG. Le lien est en description. On a eu du réassort du chapitre 5, donc si vous manque quelques légendaires, quelques super rares, voire quelques enchantés, n'hésitez pas à passer commande chez nous, ça nous est fort utile. Alors en préambule, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, je voulais quand même vous présenter ce qui est pour moi le top 5 des decks du metagame actuellement. J'ai pris ce top de tournoi qui est le tournoi de la Summer League qui a été joué en Italie avec 108 joueurs et qui pour moi représente exactement les decks les plus populaires et ceux qui pour moi forment le metagame actuel du chapitre 5. Petit disclaimer, je le dis parce que je l'ai déjà répété dans certaines vidéos et je l'ai encore en commentaire, on peut dire autant le metagame que la metagame, le méta, la méta, c'est un anglicisme qui représente l'environnement du jeu, il n'est pas agenré, on peut dire le ou la, c'est pareil. Donc les fameux 5 decks qui pour moi représentent les decks que vous devez connaître si jamais vous vous pointez à un tournoi compétitif, c'est le vert-violet Boons, le vert-jaune Sing Together, l'Amber Steel Song. Alors celui-ci, pour le coup, il a 3 versions bien distinctes, donc forcément ça englobe plus de decks finalement dans ce top 5 si on prend en compte que Amber Steel Song a plusieurs versions, c'est un peu le cas aussi de Bleu Rouge. Je pourrais d'ailleurs faire une vidéo pour vous décortiquer quelles sont les 3 versions d'Amber Steel Song et ce qu'elles cherchent à accomplir dans le metagame, parce qu'elles ont tous des orientations différentes. Si une vidéo comme ça sur Amber Steel Song vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Il y a aussi eu un super article de Frank Karsten qui lui propose sa version d'Amber Steel Song avec ses choix et qui explicite le pourquoi du comment il est parti sur cette version-là. Donc ça pourrait être une vidéo intéressante. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, je vous ferai ça la semaine prochaine. Violet-rouge, Boons. Et le deck qu'on connaît depuis le chapitre 1, c'est comme Amber Steel Song, eux c'est les indétrônables. Et enfin, Bleu-Rouge Objet qui devient de plus en plus populaire et qui est peut-être même le vrai tiers 1 du format, celui entre guillemets contre lequel il faut être le plus préparé. Voilà, ces 5 decks, c'est les 5 decks qui sont les plus connus, les plus performants et que vous allez rencontrer à Birmingham. Et si demain on devait mettre une pièce sur qui va remporter ce tournoi, ça sera probablement un de ces 5 decks. Mais il y a d'autres decks qui sont performants, qui arrivent à faire des tops en tournoi. Je vous les ai référencés. J'ai pris ces decks-là seulement sur des tops de tournois récents, sur des tournois qui avaient quand même un certain nombre de joueurs. On n'a pas pris des tournois locaux de 12 joueurs et des listes qui avaient l'air quand même d'être plutôt cohérentes. Première liste intéressante dont j'avais envie de vous parler, c'est ce deck Amethyst Steel qui a top 8 lors du tournoi 1K6 Pre-Challenge Event. C'est un deck Boons classique, donc gris-violet. Moi, j'apprécie beaucoup ce style de deck-là. Il y a plusieurs decks gris-violet qui se sont placés ça et là dans différents top 8. Je vous ai pris la version la plus récente que j'ai trouvée. Ici, on n'a pas de synergie particulièrement puissante, autre que la synergie Boons qui vient naturellement s'implémenter avec le bon Pat qui va empêcher l'adversaire de chanter des chansons. C'est très fort contre Amber Steel Song, c'est très fort contre les decks Sing Together et c'est plutôt correct aussi contre les decks violet rouge et bleu rouge. Donc vraiment, c'est l'idée d'abuser vraiment de Pit tout en ayant un deck avec une base plutôt agressive, un très bon early game avec ce nouveau Mickey Mouse qui, avec sa capacité de résiste, est vraiment très très dur à aller trader. On a Mr. Smith pour commencer à lorer, un early game avec pas mal de générateurs de l'or, je pense notamment à Benja et à Lorenz qui sont de très bons rapporteurs de l'or.
Et puis ensuite, pour le late game, on compte seulement sur Tinkerbell, Yzma. Tinkerbell qu'on peut quand même shifter sur la Tinkerbell à 3. Ça, c'est la petite nouveauté qu'on voit apparaître dans ce deck-là. Mais voilà, globalement, un deck avec une curve assez basse qui veut seulement essayer d'optimiser la boucle Bounce. Et le seul plan unfair de ce deck-là, eh bien, c'est d'essayer de jouer des pits à répétition. À côté de ça, on a un petit peu d'interaction avec les Zeus. Moi, c'est le genre de liste que j'aime jouer, qui est très difficile à piloter, qui va avoir des match-ups très compliqués à passer. Je pense notamment au match-up bleu-rouge. On risque d'être peut-être un peu trop lent pour ce match-up-là, quand bien même on aurait des Benja ou des Pits. Ça peut ne pas suffire. Contre les autres decks, les bases plus agressives, ou alors les decks qui cherchent à chanter, on devrait relativement un peu mieux s'en sortir. Je pense que c'est un deck qui doit plutôt bien se placer contre Amber Steel et relativement bien se placer aussi contre Sing Together. Ça peut être un peu plus compliqué contre les versions violet-rouge, même si Tinkerbell est un vrai bon body que bleu-rouge ne matche pas facilement parce que Medusa ne peut pas la gérer. Donc voilà, c'est un deck qui est intéressant, qui demande quand même un très bon niveau de pilotage pour performer avec. C'est évidemment pas un des meilleurs decks du format, mais c'est une alternative, une possibilité qu'il faut que vous preniez en compte si jamais vous vous pointez à un tournoi aussi important que Birmingham. Ce que j'aime bien avec ce deck-là, globalement, si on peut lui donner une force, vraiment, si on devait trouver une raison particulière à jouer ce deck-là plutôt qu'un des 5 decks que je vous ai cités précédemment, je pense que son seul point fort, c'est globalement de n'avoir aucun match-up exécrable. Alors, il y a vraiment des cartes qu'on a du mal à battre. Je pense notamment à la Cendrillon A7 que certaines listes d'Amber Steel jouent, euh, qui a un énorme body gris avec résiste. Et comme nous, bah voilà, on a des interactions comme Zeus qui, du coup, ne vont infliger que 3 dégâts avec la capacité résiste 2. C'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il y a 2 Yzma dans cette liste-là, pour se prémunir de ce type de cartes ingérables. Mais voilà, globalement, à part certaines cartes bien spécifiques qui nous emmerdent énormément, c'est un deck qui a aucun match-up ingagnable, il a aucun positionnement vraiment très défavorable. À l'inverse, il a du coup aucun match-up très facile. À part des decklists plutôt agressives ou mal montées, c'est un deck qui va plutôt écraser tous les decks un peu exotiques. Mais dans les meilleurs decks du format, il n'y a aucun match-up qui l'écrase très facilement. Donc voilà, ce que tu y gagnes d'un côté, de ne pas avoir de match-up ingagnable, tu vas le perdre de l'autre. À l'inverse, tu n'as pas de match-up très favorable. C'est vraiment le niveau du pilote qui va faire la différence sur ce genre de paquet-là. Deuxième deck dont j'avais envie de vous parler, qui a performé sur le même tournoi, le 1k6 Pre-Challenge Event. C'est un deck qui était très populaire chapitre 3, chapitre 4, notamment chapitre 4 grâce à Bucky, mais qui a totalement disparu depuis le chapitre 5. Il y a quand même des listes qui commencent à tourner à droite à gauche et qui ont l'air fonctionnelles. Celui-ci a réussi à se placer en top 8 sur un tournoi plutôt intéressant et conséquent. On reprend entre guillemets toute la base Bucky, mais sans Bucky. Juste, on a un deck good stuff. Good stuff, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas de synergie particulièrement puissante, mais nos cartes, de manière indépendante, elles sont plutôt intéressantes. Voilà, on va jouer des Diablo, on va jouer des Benja, on va jouer des Ursula, on va jouer des Monsieur Mime, qui sont toutes des cartes qui sont vraiment intéressantes. On va jouer des Beasts à 5 qui vont nous permettre de piocher des cartes en mid-game. On va jouer le Shift Robin des Bois, qui est un des meilleurs shifts du jeu. Et à côté de ça, on va avoir un petit sous-thème discard qui va essayer d'attaquer les decks les plus contrôles. Je pense notamment à Violet-Rouge ou à Bleu-Rouge. Est-ce que ça suffira pour battre Bleu-Rouge? Métavic, malheureusement, ça ne suffit pas. Par contre, c'est un deck qui a de très très bons shifts avec Diablo et Robin des Bois et donc du coup a la capacité de chanter très facilement de très bonnes chansons. C'est un peu un deck chanson aussi comme Amber Steel et donc à ce compte-là c'est un deck qui va quand même écraser toutes les stratégies les plus agressives. Donc c'est un deck qui est un peu polarisé, qui va avoir de très mauvais match-up mais aussi de très très bons match-up, un petit peu à l'inverse du deck précédent que je vous ai présenté. Je pense qu'il y a pas mal de choses à creuser en vert gris et que les meilleures listes n'ont pas encore été trouvées depuis la disparition de Bucky. Et je pense que c'est un peu sous-joué par rapport au potentiel que ça peut avoir. On est un peu dans le même problème finalement que Violet-Gris, c'est qu'on n'a pas de plan particulièrement unfair. On va pas totalement cheater des cartes ou alors cheater sur le mana. On va pas avoir le potentiel d'écrasement que va avoir un deck bleu-rouge ou son potentiel de draw. On va pas avoir le potentiel de génération de mana virtuel que peut avoir Amber Silsong en chantant à tous les tours. C'est peut-être un petit peu ce défaut-là, c'est que le deck est peut-être un peu trop fair. Quand je dis fair, c'est-à-dire qu'il fait des choses plutôt... comment expliciter fair et unfair? Unfair, c'est quand on va essayer de tricher sur les mécaniques de base du jeu, c'est-à-dire qu'on va essayer de jouer des cartes très chères mais pour des coûts réduits, qu'on va essayer d'assembler des synergies de cartes qui vont faire des effets qui sont démultipliés et décuplés, et donc
donner la sensation à l'adversaire que vous faites des choses beaucoup plus puissantes que lui. Ça, c'est ce qu'on va appeler des plans de jeu unfair. Quand on a un plan de jeu fair, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de gagner par micro-avantage. C'est-à-dire que rien de ce qu'on fait dans la game ne paraît très puissant, mais en pilotant dans le bon ordre, en prenant les petits avantages, les bonnes décisions et l'optimisation, dans ce cas-là, on va réussir à grinder, à épuiser l'adversaire et à remporter la partie. Ça, c'est les decks un peu plus fair. Il n'y a rien qui est particulièrement explosif et exceptionnel dans ce qu'on fait. Mais par contre, tout ce qu'on fait les bons trades, le bon 1 pour 1, la petite value par-ci. Et mis bout à bout, ces petits éléments, ces petites optimisations vous donneront la victoire à la fin. Plutôt la différence entre les decks fair et les decks unfair, c'est assez difficile à définir ce terme-là. J'essaye de vous le définir en application de ce qui se passe dans les parties de l'Orcana actuellement. Troisième deck totalement sous-coté, et je suis le premier à l'avoir sous-coté. J'ai fait une vidéo dessus où je vous ai expliqué que c'était très difficile, que le deck voulait faire plusieurs choses à la fois, mais les faisait plus ou moins toutes mal. Il y a deux decks qui se sont placés en top 8 de gros tournois récemment, notamment ce deck-là qui a fait top 3 à la Lyon Cup 2024, hein, donc sur un tournoi de plus de 200 joueurs. Donc c'est une performance qui est vraiment notable, dans un top 8 qui était notamment très représenté par bleu-rouge. Donc peut-être que ça lui a été un environnement favorable. C'est probable que ce deck-là se place globalement bien contre bleu-rouge, et auquel cas ça le rehausse un petit peu dans son environnement de metagame. Si vous avez beaucoup de bleu-rouge par chez vous, peut-être que le deck est vachement meilleur que si vous affrontez des bases plus agressives, par exemple. Ce que je reprochais au deck, moi, c'est de ne pas être capable de clean le board, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de bons anti-bêtes ciblés, mais parce qu'il n'y a aussi aucun anti-bet de masse, parce que la plupart des decks à vocation un peu late game et contrôle sont obligés d'avoir. Ça passe notamment par be-prepared avec les decks rouges, et à minima pour certains decks gris avec Grab Your Sword. Ici, vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous avez intérêt tout le temps à ce que le board ne dégénère pas. Mais quand votre adversaire a un plan qui ne passe pas nécessairement par le board, comme notamment bleu-rouge, eh ben c'est fort probable que ce deck-là, finalement, soit un très bon prétendant dans ces match-ups. On a une version très proche de ce que vous avez présenté, avec la boucle Boons qui fonctionne très très bien. C'est la seule boucle Boons qui peut se permettre d'avoir Madame Mime éléphant, parce que Madame Mime éléphant est une carte qui coûte trop cher pour les decks mid-range un peu plus dynamiques, avec une curve plus basse. Mais là, comme on rampe, comme on va accélérer facilement en mana, qu'on va vite avoir beaucoup de possibilités avec nos ressources, et ben dans ce cas-là, Madame Mime éléphant devient une option plutôt viable. On va avoir notamment le Cog Wars, qui est censé protéger un petit peu notre board, qui peut se coupler avec l'effet de Cusco, qui peut aussi donner résiste à notre board, et qui en plus est une gestion d'objets, très bien notamment contre bleu-rouge. Isma pour les cartes qu'on aurait du mal à gérer, Mufasa et Elsa pour le late game, le Hades aussi comme gestion ciblée. C'est un deck qui est très difficile à jouer, qui doit éviter que l'adversaire prenne le board très rapidement. Quand votre adversaire a du board, c'est très difficile de remonter. Par contre, c'est un deck qui en late game est capable de développer beaucoup de plays, de piocher beaucoup de cartes, et donc d'avoir une puissance pure et dure beaucoup plus imposante que les autres late game des autres decks. Et donc je pense que sa force, c'est vraiment de cibler un environnement bien particulier avec des decks un peu contrôle. Et à ce titre-là, c'est probablement un des meilleurs decks late game du jeu. En tout cas, ça fait 2 fois qu'il se place en top 8. Je croyais pas beaucoup au deck. Je suis toujours persuadé que si vous, demain, vous vous pointez en tournoi avec ça, si vous n'êtes pas un spécialiste, ça va pas forcément très bien se passer. Mais force est de constater qu'il y a des gens qui arrivent à faire des merveilles avec. Avant-dernier deck, pareil, qui fait pas forcément partie des meilleurs decks du metagame, mais que vous devez connaître ou que vous connaissez déjà, c'est Mufasa. Mufasa qui a pas mal été joué au chapitre 3, totalement disparu au chapitre 4, et qui est en train de revenir petit à petit avec le chapitre 5, parce qu'il a eu de très bons ajouts. Je pense notamment à Daisy Duck, qui lui donne un plan de jeu early game vraiment fiable, vraiment intéressant. C'est un deck qui est extrêmement puissant quand il commence, extrêmement faible quand il ne commence pas. C'est un deck qui veut tout le temps imposer son rythme dans la partie. C'est lui qui pose les personnages, c'est lui qui part à l'aventure, et c'est votre adversaire qui doit tout le temps réagir. Dès lors que vous êtes dans la position de la personne qui est en retard sur le lore, qui doit essayer de réagir, le deck ne le fait pas, le fait trop mal, et donc du coup c'est un mauvais deck pour ça. Donc si vous êtes un peu chanceux sur le toss et que vous gagnez souvent le toss pour commencer, le deck est vraiment très puissant, vraiment. Je pense que sur le play, c'est un des decks qui a le meilleur win rate du jeu. Par contre, sur la draw, son win rate s'écroule totalement. Cela dit, ça reste un deck qui a un très bon match-up contre violet-rouge et bleu-rouge, qui sont des très bons match-up. Toute proportion gardée, parce que bleu-rouge devient vraiment très fort et très polyvalent. Mais c'est un deck qui, historiquement, a toujours eu un bon match-up contre les decks les plus contrôle, parce qu'il a beaucoup
de l'horreur d'early game pour prendre rapidement du lore et clore la partie. Et surtout, il a cette résilience aux anti-bêtes de masse, notamment de par Mufasa, qui le rend vraiment très difficile à appréhender pour les decks les plus contrôle. Donc c'est une option que l'on commence à voir aussi ça et là dans certains top 8. Cette liste-là me paraît, ma foi, plutôt qualitative. Que des personnages, aucun fail au potentiel sur Mufasa, beaucoup de late game, mais aussi beaucoup d'early game, une curve qui m'a l'air crescendo, mais plutôt cohérente. Si jamais vous aimez un peu jouer à la roulette, globalement, et pas tellement, quand on dit Mufasa roulette, on le disait souvent parce que Mufasa, on savait pas trop ce qu'on allait avoir sur le dessus du deck. Moi, je trouve que maintenant, euh, la vraie appellation roulette, c'est surtout est-ce que vous allez gagner le toss ou pas. C'est déterminant dans la mise en application de ce deck-là. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de Finn Rider en tour 2 dans cette liste. J'aurais probablement réussi à lui trouver une petite place, notamment si on joue 6 sous à 3. Mais au-delà de ça, la liste me paraît assez cool. Et enfin, un autre deck que vous devez probablement bien connaître, mais que vous rencontrez pas tant que ça en tournoi et qui peine à se placer en top 8, eh ben, c'est le Hyper Rush, Hyper Zo, Amethyst Amber Aggro, vous l'appelez comme vous voulez, celui qui a été propulsé sur le devant de la scène avec Daisy, mais qui malheureusement n'arrive pas tellement à sortir son épingle du jeu, en tout cas pas sur les top 8 que j'ai pu référencer. Cela dit, ce deck-là, il existe. Si jamais vous faites Birmingham, vous allez le rencontrer, c'est sûr, peut-être au moins une fois sur vos 9 rondes. C'est un très bon deck, malgré le fait qu'il soit assez peu représenté. Il est capable de battre même les decks les plus adaptés, c'est-à-dire les bases grises avec beaucoup d'interactions. Daisy Duck et le nombre de tours 1 qu'il aura pour 2, ça donne un potentiel de power et de patate au deck qui est énormissime. Le fait maintenant qu'il y ait le Chromicom et le spell à 2 non ancrable qui permettent d'aller chercher 2 de l'or à distance, ça lui donne de la reach et de la résilience pour être capable justement de mieux appréhender les fins de partie et de quand même aller gagner des parties où l'adversaire aurait stabilisé. Avant, c'était très simple avec Hyper Rush, tu faisais ta sortie agressive. Dès que l'adversaire est stabilisé, même à 18 de l'or, vous ne gagniez plus la partie, c'était plus possible. Maintenant, si ton adversaire il stabilise, il reprend le dessus sur la partie et que tu es à 16, 17 ou 18 de l'or, et ben tu vas quand même être capable de gagner cette game parce que tu vas aller chercher ton lore à distance, parce que tu vas avoir ton Chromicom qui va te faire piocher des cartes, permettre de rejouer plusieurs drop 1 qui lore pour 2, et l'adversaire il va être submergé. C'est un deck qui est bien meilleur que ce que les gens pensent, c'est un deck qui est bien meilleur que les résultats qu'ils postent actuellement, et c'est un deck à mon avis sur lequel il faudra compter à Birmingham. Donc voilà, tous les decks que je vous ai présentés, globalement, si vous suivez un petit peu l'actualité de l'Orcana, vous les connaissiez. L'idée, c'était pas forcément de vous faire découvrir des choses totalement exotiques ou des tiers totalement inconnus. J'ai quand même référencé des listes qui se placent en top 8, qui font des résultats, qui se font un petit peu consensus dans le monde compétitif, mais que les gens n'estiment pas assez fortes pour être plus jouées que les 5 premières listes dont je vous ai parlé. Cela dit, elles se placent quand même en top 8. Certains spécialistes sur tel ou tel deck sont capables de faire des merveilles avec, et ça me paraissait important de les mettre en lumière avant Birmingham, parce que qui sait, peut-être que c'est un de ces 5 decks-là qui remportera le tournoi à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si jamais vous appréciez ces vidéos de ce type-là, et surtout, si jamais vous voulez la vidéo sur les 3 decks Amber Steel, les 3 versions différentes, comment elle s'insère dans le metagame, ce qu'elle cherche à battre et comment elle s'adapte à tel ou tel deck, avec notamment en référence l'article de Frank Karsten, eh bien vous me le dites dans les commentaires et je vous produirai ça la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.